Bonsoir à tous, bienvenue sur C8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Ce soir, cette nuit, c'est avec Prosper Mérimée que nous allons partir en vadrouille. En effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture de la Vénus d'Île, une Vénus trouvée par Monsieur de la Pérorade et qui instruit notre narrateur qu'il aura le plaisir de découvrir cette dernière demain au grand jour. Vous la verrez. Et vous me direz si j'ai raison de la croire un chef-d'œuvre. Parbleu, vous ne pouviez arriver plus à propos. Il y a des inscriptions que moi, pauvre ignorant, j'explique à ma manière, mais un savant de Paris. Vous vous moquerez peut-être de mon interprétation, car j'ai fait un mémoire, moi qui vous parle, vieille antiquaire de province. Je me suis lancée. Je veux faire gémir la presse. Et si vous vouliez bien me lire et me corriger, je pourrais espérer... Par exemple, je suis bien curieux de savoir comment vous traduirez cette inscription sur le socle. Cave, C-A-V-E. Mais je ne veux rien vous demander encore. À demain. À demain. Pas un mot, non pas un mot sur la Vénus aujourd'hui. Tu as raison, Pérorade, dit sa femme, de laisser là ton idole. Tu devrais voir que tu empêches monsieur de manger. Va, monsieur a vu à Paris de bien plus belles statues que la tienne. Aux Tuileries, il y en a des douzaines, et en bronze aussi. Voilà bien l'ignorance, la sainte ignorance de la province, interrompit alors monsieur Pérorade. Comparé à un antique admirable aux plates figures de Cousteau. Comme avec irrévérence, parle des dieux ma ménagère. Savez-vous que ma femme voulait que je fondisse ma statue pour en faire une cloche à notre église? C'est qu'elle en eût été la marraine. Un chef-d'œuvre de Miron, monsieur. Chef-d'œuvre, un beau chef-d'œuvre qu'elle a fait casser la jambe d'un homme. Ma femme, vois-tu, dit monsieur de Pérorade d'un ton résolu, étendant vers elle sa jambe droite dans un bas de soie chinée, si ma Vénus m'avait cassé cette jambe-là, je ne la regretterais pas. Bon Dieu, Pérorade, comment peux-tu dire cela? Heureusement que l'homme va mieux, et encore je ne peux pas prendre sur moi de regarder la statue qui fait des malheurs comme celui-là, pauvre Jean Col. Jean Col s'étant cassé la jambe par chute de la statue. Blessé par Vénus, monsieur, dit monsieur de Pérorade, riant d'un gros rire. Blessé par Vénus, le maraud se plaint. Tu ne connaîtras pas les présents de Vénus, Énéide. Qui n'a pas été blessé par Vénus? Monsieur Alphonse, qui comprenait le français mieux que le latin, cligna de l'œil d'un air d'intelligence et me regarda comme pour me demander « Et vous, Parisien, comprenez-vous » Le souper fini. Il y avait 1 heure que je ne mangeais plus. J'étais fatiguée et je ne pouvais parvenir à cacher les fréquents bâillements qui m'échappaient. Madame de Pérorade s'en aperçut la première et remarqua qu'il était temps d'aller dormir. Alors commencèrent de nouvelles excuses sur le mauvais gîte que j'allais avoir. Je ne serais pas comme à Paris. En province, on est si mal. Il fallait de l'indulgence pour les Roussillonnais. J'avais beau protester qu'après une course dans les montagnes, une botte de paille me serait un coucher délicieux, on me priait toujours de pardonner à de pauvres campagnards s'ils ne me traitaient pas aussi bien qu'ils l'eussent désiré. Je montais enfin à la chambre qui m'était destinée, accompagnée de monsieur de Pérorade. L'escalier dont les marches supérieures étaient en bois aboutissait au milieu d'un corridor sur lequel donnaient plusieurs chambres. « À droite », me dit mon hôte. À droite, c'est l'appartement que je destine à la future Madame Alphonse. Votre chambre est au bout du corridor opposé. Vous sentez bien, ajouta-t-il d'un air qu'il voulait rendre fin, vous sentez bien qu'il faut isoler de nouveaux mariés. Vous êtes à un bout de la maison, eux à l'autre. Nous entrâmes dans une chambre bien meublée, où le premier objet sur lequel je portais ma vue fut un lit long de 7 pieds, large de 6, et si haut qu'il fallait un escabeau pour s'y guinder. Mon hôte m'ayant indiqué la position de la sonnette et s'étant assuré par lui-même que le sucrier était plein, les flacons d'eau de Cologne dûment placés sur la toilette, après m'avoir demandé plusieurs fois si rien ne me manquait, me souhaita une bonne nuit et me laissa seule.
Les fenêtres étaient fermées. Avant de me déshabiller, j'en ouvris une pour respirer l'air frais de la nuit, délicieux après un long souper. En face, c'était le Canigou, d'un aspect admirable en tout temps, mais qui me parut, ce soir-là, la plus belle montagne du monde, éclairée qu'il était par une lune resplendissante. Je demeurai là quelques minutes à admirer sa silhouette merveilleuse, et j'allais fermer ma fenêtre lorsque, baissant les yeux, j'aperçus la statue sur un piédestal à une vingtaine de toises de la maison. Elle était placée à l'angle d'une haie vive qui séparait un petit jardin d'un vaste carré parfaitement uni qui, je l'appris plus tard, était le jeu de paume de la ville. Ce terrain, propriété de M. de Pérorade, avait été cédé par lui à la commune, sur les pressantes sollicitations de son fils. À la distance où j'étais, il m'était difficile de distinguer l'attitude de la statue. Je ne pouvais juger que de sa hauteur, qui me parut de 6 pieds environ. En ce moment, 2 polissons de la ville passaient sur le jeu de paume, assez près de la haie, sifflant le joli air du Roussillon, montagne régalade. Ils s'arrêtèrent pour regarder la statue. L'un d'eux l'apostropha même à haute voix. Il parlait catalan. Mais j'étais dans le Roussillon depuis assez longtemps pour pouvoir comprendre à peu près ce qu'il disait. « Te voilà donc, coquine ». Le terme catalan était plus énergique. « Te voilà », disait-il, « c'est donc toi qui as cassé la jambe à Jean-Col. Si tu étais à moi, je te casserais le cou. » « Bah, avec quoi ?» dit l'autre. « Elle est de cuivre, et si dure qu'Étienne a cassé sa lime dessus essayant de l'entamer. C'est du cuivre du temps des païens, c'est plus dur que je ne sais quoi. Moi, si j'avais mon ciseau à froid, il paraît que c'était un grand apprenti serrurier, je lui ferais bientôt sauter ses grands yeux blancs comme je tirerais une amande de sa coquille. Il y a pour plus de 100 sous d'argent. » Ils firent quelques pas en s'éloignant. « Il faut que je souhaite le bonsoir à l'idole, » dit le plus grand des apprentis, s'arrêtant tout d'un coup. Il se baissa et probablement ramassa une pierre. Je le vis déployer le bras, lancer quelque chose, et aussitôt un coup sonore retentit sur le bronze. Au même instant, l'apprenti porta la main à sa tête en poussant un cri de douleur. « Elle me l'a rejeté !» s'écria-t-il. Et mes 2 polissons prirent la fuite à toutes jambes. Il était évident que la pierre avait rebondi sur le métal et avait puni ce drôle de l'outrage qu'il faisait à la déesse. Je fermai la fenêtre en riant de bon cœur. Encore un vandale puni par Vénus. Puissent tous les destructeurs de nos vieux monuments avoir ainsi la tête cassée. Sur ce souhait charitable, je m'endormis. Il était grand jour quand je me réveillai. Auprès de mon lit, d'un côté, M. de Pérorade en robe de chambre, de l'autre un domestique envoyé par sa femme, une tasse de chocolat à la main. « Allons, debout, Parisiens, voilà bien mes paresseux de la capitale, » disait mon hôte pendant que je m'habillais à la hâte. « Il est 8 heures et encore au lit. Je suis levé, moi, depuis 6 heures. Voilà 3 fois que je monte, je me suis approché de votre porte sur la pointe des pieds. Personne, nul signe de vie. Cela vous fera trop mal de dormir à votre âge. Et ma Vénus que vous n'avez pas encore vue. Allons! Prenez-moi cette tasse de chocolat de Barcelone. Vraie contrebande, du chocolat comme on n'en a pas à Paris. Prenez des forces, car lorsque vous serez devant ma Vénus, on ne pourra plus vous en arracher. » En 5 minutes, je fus prêt, c'est-à-dire à moitié rasé, mal boutonné et brûlé par le chocolat que j'avalais bouillant. Je descendis dans le jardin et je me trouvai devant une admirable statue. C'était bien une Vénus et d'une merveilleuse beauté. Elle avait le haut du corps nu, comme les anciens représentaient d'ordinaire les grandes divinités. La main droite levée à la hauteur du sein était tournée, la paume en dedans, le pouce et les 2 premiers doigts étendus, les 2 autres légèrement ployés. L'autre main rapprochée de la hanche soutenait la draperie qui couvrait la partie inférieure du corps. L'attitude de cette statue rappelait celle du joueur de Moore qu'on désigne, je ne sais trop pourquoi,
sous le nom de Germanicus. Peut-être avait-on voulu représenter la déesse au jeu de Moore. Bon, quoi qu'il en soit, il était impossible de voir quelque chose de plus parfait que le corps de cette Vénus. Rien de plus suave, de plus voluptueux que ses contours, rien de plus élégant et de plus noble que sa draperie. Je m'attendais à quelque ouvrage du bas empire. Je voyais un chef-d'œuvre du meilleur temps de la statuaire. Ce qui me frappait surtout, c'était l'exquise vérité des formes, en sorte qu'on aurait pu les croire moulées sur nature si la nature produisait d'aussi parfaits modèles. La chevelure relevée sur le front paraissait avoir été dorée autrefois. La tête, petite comme celle de presque toutes les statues grecques, était légèrement inclinée en avant. Quant à la figure, jamais je ne parviendrai à exprimer son caractère étrange, et dont le type ne se rapprochait de celui d'aucune statue antique dont il me souvienne. Ce n'était point cette beauté calme et sévère des sculpteurs grecs qui, par système, donnaient à tous les traits une majestueuse immobilité. Ici, au contraire, j'observais avec surprise l'intention marquée de l'artiste de rendre la malice arrivant jusqu'à la méchanceté. Tous les traits étaient contractés légèrement. Les yeux un peu obliques, la bouche relevée des coins, les narines quelque peu gonflées. Dédain, ironie, cruauté se lisaient sur ce visage d'une incroyable beauté cependant. En vérité, plus on regardait cette étrange statue, et plus on éprouvait le sentiment pénible qu'une si merveilleuse beauté puisse allier à l'absence de toute sensibilité. Si le modèle a jamais existé, dis-je à monsieur de la Pérorade, et je doute que le ciel ait jamais produit une telle femme que je plains ses amants, elle a dû se complaire à les faire mourir de désespoir. Il y a dans son expression quelque chose de féroce, et pourtant je n'ai jamais rien vu de si beau. C'est Vénus tout entière à sa proie attachée, s'écria monsieur de Pérorade, satisfait de mon enthousiasme. Cette expression d'ironie infernale était augmentée peut-être par le contraste de ses yeux incrustés d'argent et très brillants avec la patine d'un vert noirâtre que le temps avait donné à toute la statue. Ses yeux brillants produisaient une certaine illusion qui rappelait la réalité, la vie. Je me souvins de ce que m'avait dit mon guide, qu'elle faisait baisser les yeux à ceux qui la regardaient. Cela était presque vrai, et je ne pus me défendre d'un mouvement de colère contre moi-même en me sentant un peu mal à mon aise devant cette figure de bronze. Maintenant que vous avez tout admiré en détail, mon cher collègue en antiquaillerie, dit mon hôte, ouvrons, s'il vous plaît, une conférence scientifique. Que dites-vous de cette inscription à laquelle vous n'avez point pris garde encore ? Il me montrait le socle de la statue, et j'y lus ces mots « Cave amantem ». « Quid dicis doctissim » me demanda-t-il en se frottant les mains. Voyons si nous nous rencontrerons sur le sens de ce cave amantem. Mais, répondis-je, il y a deux sens. On peut traduire « Prends garde à celui qui t'aime, défie-toi des amants ». Mais dans ce sens, je ne sais pas si cave amantem serait d'une bonne latinité. En voyant l'expression diabolique de la dame, je croirais plutôt que l'artiste a voulu mettre en garde le spectateur contre cette terrible beauté. Je traduirais donc « Prends garde à toi si elle t'aime ». Dit monsieur de Pérorade, oui, c'est un sens admissible, mais ne vous en déplaise, je préfère la première traduction que je développerai pourtant. Vous connaissez l'amant de Vénus ? Il y en a plusieurs.
Oui, mais le premier, c'est Vulcain. N'a-t-on pas voulu dire, malgré toute ta beauté, ton air dédaigneux, tu auras un forgeron, un vilain boiteux pour amant? Leçon profonde. Oui, profonde, monsieur, pour les coquettes. Je ne pus m'empêcher de sourire, tant l'explication me parut tirée par les cheveux. C'est une terrible langue que le latin avec sa concision, observai-je pour éviter de contredire formellement mon antiquaire. Et je reculai de quelques pas afin de mieux contempler la statue. Un instant, collègue, dit M. de Pérorade en m'arrêtant par le bras. Vous n'avez pas tout vu. Il y a encore une autre inscription. Montez sur le socle et regardez au bras droit. Montez. En parlant ainsi, il m'aidait à monter. Je m'accrochai sans trop de façon au cou de la Vénus avec laquelle je commençais à me familiariser. Je la regardai même un instant sous le nez et la trouvai de près encore plus méchante et encore plus belle. Puis je reconnus qu'il y avait gravé sur le bras quelques caractères d'écriture cursive antique, à ce qu'il me sembla. À grand renfort de bessicle, j'éplai ce qui suit. Et cependant, M. de Pérorade répétait chaque mot à mesure que je le prononçais, approuvant du geste et de la voix. Je lus donc « Vénéri turbule, Eutiches miro, imperio fecit ». Après ce mot, turbule, de la première ligne, il me sembla qu'il y avait quelques lettres effacées, mais turbule était parfaitement lisible. Ce qui veut dire, me demanda mon hôte radieux et souriant avec malice, car il pensait bien que je ne me tirerais pas facilement de ce turbule. Il y a un mot que je ne m'explique pas encore, lui dis-je. Tout le reste est facile. Eutiches Miron a fait cette offrande à Vénus par son ordre. À merveille, mais turbule, qu'en faites-vous? Qu'est-ce que turbule? Turbule m'embarrasse fort. Je cherche en vain quelque épithète connue de Vénus qui puisse m'aider. Voyons, que diriez-vous de turbulenta? Vénus qui trouble, qui agite. Vous vous apercevez que je suis toujours préoccupée de son expression méchante. Turbulenta, turbulenta. Ce n'est point une trop mauvaise épithète pour Vénus, ajoutai-je, d'un ton modeste, car je n'étais pas moi-même fort satisfait de mon explication. Vénus turbulente, Vénus la tapageuse. Ah, vous croyez donc que ma Vénus est une Vénus de cabaret? Non, point du tout, monsieur, c'est une Vénus de bonne compagnie. Mais je vais vous expliquer ce turbule. Au moins, vous me promettez de ne point divulguer ma découverte avant l'impression de mon mémoire. C'est que, voyez-vous, je m'en fais gloire de cette trouvaille-là. Il faut bien que vous nous laissiez quelques épis à glaner, à nous autres pauvres diables de provinciaux. Vous êtes si riches, vous, messieurs les savants de Paris. Du haut du piédestal, où j'étais toujours perché, je lui promis solennellement que je n'aurais jamais l'indignité de lui voler sa découverte. Turbule, monsieur, dit-il en se rapprochant et baissant la voix de peur qu'un autre que moi ne pût l'entendre. Lisez Turbulnerae, Turbulnerae. Je ne comprends pas davantage. Écoutez bien. À 1 lieue d'ici, au pied de la montagne, il y a un village qui s'appelle Boulterner. C'est une corruption du mot latin turbulnera. Rien de plus commun que ces inversions. Boulterner, monsieur, a été une ville romaine. Je m'en étais toujours douté, mais jamais je n'en avais eu la preuve. La preuve, la voilà. Cette Vénus était la divinité topique de la cité de Boulterner. Et ce mot de Boulterner que je viens de démontrer d'origine antique prouve une chose bien plus curieuse, c'est que Boulterner, avant d'être une ville romaine,
était une ville phénicienne. Et il s'arrêta un moment pour respirer et jouir de ma surprise. Je parvins à réprimer une forte envie de rire. En effet, poursuivit-il, Turbulnera est pur phénicien. Tur, prononcé tour, tour et sourd, même mot, n'est-ce pas? Sourd est le nom phénicien de Tyr. Je n'ai pas besoin de vous en rappeler le sens. Bulle, c'est balle, balle, belle, bulle, bulle, balle, balle. Légère différence de prononciation. Quant à Nera, cela me donne un peu de peine. Je suis tentée de croire, faute de trouver un mot phénicien, que cela vient du grec pinos, humide, marécageux. Ce serait donc un mot hybride pour justifier pinope. Je vous montrerai à Boule-Ternaire comment les ruisseaux de la montagne y forment des mares infectes. D'autre part, la terminaison Nera aurait pu être ajoutée beaucoup plus tard en l'honneur de Nera Piesnuva, femme de Tétricus, laquelle aurait fait quelques biens à la cité de Turbule. Mais à cause des mares, je préfère l'étymologie du... etc., etc. Il prit une prise de tabac d'un air satisfait. Mais laissons les Phéniciens et revenons à l'inscription. Je traduis donc. À Vénus de Boule-Ternaire Miron, dédie par son ordre cette statue, son ouvrage. Je me gardai de critiquer son étymologie, mais je voulus à mon tour faire preuve de pénétration et je lui dis « Halte là, monsieur. Miron a consacré quelque chose, mais je ne vois nullement que ce soit cette statue. Il n'y a rien de plus sûr. » s'écria-t-il. Miron n'est-il pas un fameux sculpteur grec? Le talent se sera perpétué dans sa famille. C'était un de ses descendants qui aura fait cette statue. Je vous le dis, je vous le répète, il n'y a rien de plus sûr. Mais, répliquai-je, je vois sur le bras un petit trou. Je pense qu'il a servi à fixer quelque chose, un bracelet. Par exemple, non? C'est quoi ce petit trou? Un bracelet, non, que ce Miron donna à Vénus en offrande expiatoire? Miron était un amant malheureux. Vénus était irritée contre lui. Il l'apaisa en lui consacrant un bracelet d'or. Remarquez que Fécite se prend fort souvent pour consécravite. Ce sont des termes synonymes. Je vous en montrerai plus d'un exemple si j'avais sous la main Gruter ou bien Aurélie. Il est naturel qu'un amoureux voie Vénus en rêve, qu'il s'imagine qu'elle lui commande de donner un bracelet d'or à sa statue. Miron lui consacra un bracelet, puis les barbares, ou bien quelques voleurs, sacrilèges. Ah, qu'on voit bien que vous avez fait des romans, s'écria mon hôte en me donnant la main pour descendre. Non, monsieur, c'est un ouvrage de l'école de Miron. Regardez seulement le travail et vous en conviendrez. M'étant fait une loi de ne jamais contredire à outrance les antiquaires entêtés, je baissai la tête d'un air convaincu en disant « C'est un admirable morceau. »« Ah, mon Dieu !» s'écria M. de Pérorade. « Encore un trait de vandalisme. On aura jeté une pierre à ma statue. » Il venait en effet de s'apercevoir une marque blanche un peu au-dessus du sein de la Vénus. Je remarquai une trace semblable sur les doigts de la main droite qui, je le supposais alors, avait été touchée par le trajet de la pierre, ou bien un fragment s'en était détaché par le choc et avait ricoché sur la main. Je contai donc à mon hôte l'insulte dont j'avais été témoin et la prompte punition qui s'en était suivie. Il en rit beaucoup et, comparant l'apprenti à Diomède, il lui souhaitait de voir, comme le héros grec, tous ses compagnons changés en oiseaux blancs. Ah! La cloche du déjeuner interrompit cet entretien classique et, de même que la veille, je fus obligée de manger comme 4. Puis vinrent des fermiers de M. de Pérorade, et pendant qu'il leur donnait audience, son fils me mena voir une calèche qu'il avait achetée à Toulouse pour sa fiancée, et que j'admirais, cela va sans dire. Ensuite, j'entrai avec lui dans l'écurie, où il me tint une demi-heure à me vanter ses chevaux, à me faire leur généalogie, à me conter les prix qu'ils avaient gagnés aux courses du département. Enfin, il en vint à me parler de sa future par la transition d'une jument grise qu'il lui destinait. « Nous la verrons aujourd'hui, » dit-il. Je ne sais pas si vous la trouverez jolie, vous êtes difficile à Paris, mais tout le monde ici et à Perpignan la trouve charmante. Le bon, c'est qu'elle est fort riche. Sa tante de Prades lui a laissé son bien.
Ouf, je vais être fort heureux. Je fus profondément touchée et choquée de voir un jeune homme paraître plus satisfait de la dot que des beaux yeux de sa future. Et voilà, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter sur cette réflexion. C'était Prosper Mérimée sur C8. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN, Instagram, Twitter, Facebook. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Excellente journée si vous vous réveillez et très bonne nuit si vous vous couchez. Salut!